Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coran Pêche. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et toute l'équipe de Bonjour d'Algérie d'Oran vous souhaite la bienvenue avec nous et nous avec vous. Ah bah oui. Eh bien, au programme en cette matinée, eh bien, on va vous accompagner jusqu'à 10 h avec un programme bien varié, comme d'accoutumé. On va commencer par la rubrique juridique et notre conseillère juridique, Sabar Djamila. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah. Bien? Très bien. La baisse? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans la rubrique juridique? Très bien. Donc, vu l'événement international et vu son importance aussi. Et donc, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Tout à fait. Oui. Et donc, vu la journée internationale des droits de la femme, généralement on dit la journée internationale des femmes, mais non, c'est les droits de la femme. Parce qu'il y a eu un long combat et Exactement. une grande lutte pour arriver. Depuis 1909 d'ailleurs. Tout à fait. Et bien avant, hein, bien avant, oui. Parce que, et ça nous permettra, donc, à travers cette émission, donc, de brosser un petit historique, donc, vu le temps, comment ce 8 mars a été donc, arrêté. Ça date a été décrété. Tout à fait. Et comment c'est venu comme ça? C'est pas venu du néant, les différentes étapes. Donc, des femmes. Par laquelle est passé les femmes pour lutter pour leurs droits et tout ça. Et on fera participer aussi, c'est pas seulement pour les téléspectatrices, pour nos chers téléspectateurs aussi, bien sûr. parce qu'on aimerait bien faire participer Exactement. Voilà. D'ailleurs, on a plein de caméramans derrière les caméras, tels que Khalidou, Habib Romri, qui est juste à ma gauche. Donc, on leur dit bonjour et ils vont nous accompagner avec la jeune caméra woman qui a commencé justement juste avec nous, et ça fait plaisir de trouver une caméra woman ici à la station d'Oran. Ben, bonjour, voici là, ça va? Ben voilà, elle vous dit bonjour. Eh bien, on va vous accompagner jusqu'à 10 h avec un programme bien varié, puisqu'on va recevoir sur notre plateau des femmes, chacune à émerger dans son domaine. Mais sans plus tarder, on va vous proposer, on a jeté notre dévolu aujourd'hui sur une très belle chanson tirée du terroir oranais, où on va l'offrir justement à une très grande dame qui est en train de nous regarder à travers son téléviseur, en train de prendre un bon café. Alors, c'est une fervente, on va dire, fan de Bonjour d'Algérie, et chaque jeudi, elle est en train de nous suivre jusqu'à 10 h. Eh bien, c'est Tata Fetiha, c'est pour vous cette belle chanson Yel Khomri Yamma, et on souhaite aussi un joyeux anniversaire à la petite princesse Melek Mosbah pour ses 6 ans. Alors, réussite, santé, prospérité et longue vie pour toi. Alors, on te propose on t'offre plutôt cette belle chanson Yel Khomri Yamma. الخمر
Salma El Khomri, c'est une très très belle chanson qu'on adore d'ailleurs et certainement Tata Fatiha a beaucoup apprécié et elle a même dansé devant sa télévision en prenant son café en cette matinée du 4 mars. Et bien sûr, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Hein, tout à fait. Eh bien, comment on a décrété justement la date du 8 mars? Alors, ça a été après un long combat, une grande lutte aussi des femmes. Donc, à un certain moment, ils ont dit que c'était une révolution d'origine soviétique, mais non, elle est américaine, parce que les femmes américaines, c'est les femmes qui travaillaient dans les manufactures, les chemisières et tout. Donc, elles souffraient beaucoup, elles n'étaient pas assurées, sous-payées, travaillaient dans des conditions très difficiles. C'était des mamans. Donc, elles se sont révoltées à un certain moment. Oui. Surtout après l'incendie d'une manufacture à étage et tout ça. Mais si on revient à l'origine de ces luttes, il y a aussi, il faut reconnaître qu'il y a eu d'autres femmes qui ont marqué cette lutte, comme on n'en parle pas beaucoup. C'est Olympe de Gouges. Donc c'est une Française du sud de la France qui a été parmi les premières femmes qui ont lutté. Qui ont lutté pour les droits des femmes et tout. C'était en 1980. Elle a été guillotinée en 1993 et elle a commencé. C'est elle. En 1993. 1700 plutôt. 1700, voilà. Pardon, 1793, et c'était la première initiatrice de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ah, quand même, ça date depuis 1700. 1700. Donc voilà, on revient aux origines de cette lutte. Mais si on revient aussi à la lutte des femmes, d'ailleurs, l'islam a valorisé, a libéré la femme d'une certaine façon. Hein. Tout à fait. L'islam est venu il a beaucoup protégé la femme. D'ailleurs, on les voit dans les versets coraniques et tout ça. Et c'est lui qui a libéré la femme. La femme, elle se faisait tuer dès sa naissance. Elle se faisait enterrer carrément. Del Benet, ce qu'on appelle et tout. Et ensuite, il a libéré, il lui a donné ses droits, il a protégé. Et d'ailleurs, il appelait ça le qawarir. Donc, même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il parlait hifad al-qawarir ou le hasn al-qawarir et tout. Donc, l'islam a beaucoup apporté à la libération et la protection de la femme en général. Hein. Donc, quand on revient là, on a l'islam, on a les lois internationales aussi. Donc, c'est comme ça que le 8 mars est venu après de longues luttes, des femmes qui sont sorties, donc qui ont manifesté. Au début, il y avait des femmes qui manifestaient juste pour du pain et de la paix aux États-Unis. Donc, elles avaient juste besoin de pain et de paix. De manger. Voilà. Donc, et c'était... Bon, la lutte des femmes pour leurs droits, c'est pas c'est-à-dire une ligne linéaire. Voilà. C'est pas une ligne droite. Voilà. Donc, ça a été des luttes, ça a avancé, ça a reculé, ça a avancé. Il y avait beaucoup de sacrifices aussi. Donc, quand par exemple, cette Olympe de Gouges a été guillotinée, pas seulement, elle a demandé que la femme puisse participer à la politique, puisse être membre du Conseil, du Sénat. Et donc, elle allait fort. Très fort. Elle a demandé, demandé l'impossible à ce moment-là. Tout à fait. Et à l'époque aussi, la femme, par exemple, française, quand on voit, c'est-à-dire par rapport à nous Africaines, musulmanes, maghrébines, quand même, on est très avancé par rapport aux femmes européennes et américaines. Exactement, parce que si on prend, par exemple, un chef d'entreprise en France, on va dire dans des pays où l'égalité n'existe pas vraiment entre la femme et les hommes. Donc, un chef d'entreprise homme, il n'a pas le même salaire qu'un chef d'entreprise femme. Tout à fait. Donc, elle est sous-payée par rapport aux hommes à l'étranger. Or qu'en Algérie, c'est l'égalité. Voilà. C'est le même, si ce n'est pas plus en plus, hein, parce qu'elle a des charges, etc., les responsabilités des enfants, etc. Mais elle a des avantages aussi par rapport. Si elle est mère, elle a beaucoup d'avantages. Effectivement. Elle a les heures de l'allaitement, elle a le congé de maternité, elle a beaucoup d'avantages par rapport à l'homme. Hein. Oui, donc, ça, alors on va constater aussi que le législateur algérien a beaucoup apporté à la femme pour la protection de la femme et défendre ses droits aussi. Hein. Et parce qu'il se base sur la religion aussi. Tout à fait, parce que c'est inspiré de la charia. Effectivement. Voilà, donc, alors pourquoi une journée internationale des droits de la femme? Une journée internationale parce que les femmes luttaient un peu partout dans le monde, donc ils voulaient... C'est un rappel, c'est ça?
Comment? C'est un rappel? Tout à fait. Chaque année, c'est un rappel qu'il faut. Et à chaque fois, il y a des revendications parce que la lutte n'est pas terminée encore. Hein, la femme n'est jamais satisfaite. Hein. Si on veut dire. Elles vont me tuer, les femmes. Non, non, non. Mais il y a toujours un manque, surtout. Mais ce qu'on constate, ce qui touche le plus les femmes, c'est la violence contre les femmes. Qu'elle soit conjugale ou familiale. Dans le monde, d'ailleurs. Dans le monde entier. Hein, dans le monde entier. Pas seulement, c'est pas propre à l'Algérie. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas dire que les hommes algériens sont violents. Non. Ces détraqués sont partout dans le monde. Voilà. Donc, et ce qu'on a constaté, l'ONU a affiché dernièrement, juste après donc, le confinement, et quand il y a eu le déconfinement, l'ONU a publié plutôt un constat suite à des plaintes de femmes pendant le confinement. Donc, la femme était en face H24 avec son tortionnaire. Oui. Donc, il y a eu énormément de violences conjugales. Ben oui, celui qui violente, donc systématiquement, il connaît systématiquement la personne. Tout à fait. Donc on ne peut pas être violenté par quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi. Hein. Voilà, il vit avec elle H24, surtout pendant le confinement. Donc il ne pouvait pas sortir. Oui, le confinement a été l'origine de beaucoup de violences. Voilà. En Algérie, la DGSN a publié qu'il y avait 7000 et quelques de plaintes pour violences conjugales. Quand même. Voilà, donc dans 5000 et quelques pour violences physiques, hein, pendant le confinement seulement. Hein. Ben oui, parce que les gens, ils sont devenus frustrés. Très frustrés. Vu qu'on était déjà le poids de la maladie, on ne savait pas c'était quoi, la Covid-19, c'était nouveau pour nous, pour le monde entier, oui. Mais bon, pour nous en Algérie, comme nous, on sort beaucoup, on part beaucoup dans les restaurants, etc. Et d'un jour au lendemain, du jour au lendemain, et hop, on se retrouve devant, tous les magasins sont fermés, on est cloîtré chez nous, on a une peur d'un inconnu. Donc, ce qui fait, c'est ce qu'il y a un petit peu quand même... Il y a certains maris aussi qui ont perdu leur boulot, ils ne pouvaient plus travailler, ils ne pouvaient plus sortir. Voilà. Donc, toute cette frustration, il a déversé sur la femme, les enfants, même les enfants aussi, hein, ont été victimes de ce genre de violence et tout. Donc, si on revient, le législateur algérien a fait beaucoup d'efforts pour la protection de la femme et apporter beaucoup de lois, donc pour toujours, c'est-à-dire en matière des droits des femmes. Entre autres, on va citer, parce qu'il y a beaucoup, entre autres, on va citer, ce qui a marqué la loi en matière des droits de la femme. C'est la loi 2015 2015, voilà. qui a été modifiée. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour la protection de la femme contre... Ça va, Rani Hafda. Oui, magnifique, magnifique. Vous allez finir par être une brillante juriste. Oh là 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 là, juriste, jusque-là. Ah oui, mais pratiquement, vous connaissez toutes les lois, là. C'est à travers vous, hein. Je suis en train d'apprendre avec vous. C'est un travail commun, disons. Voilà. Donc, on apprend toutes les deux. Hein. Moi aussi, j'apprends de vous. C'est surtout pour ne pas être arnaqué. Tout à fait. Parce que franchement, je vais faire une petite déclaration à nos chers amis téléspectateurs que j'ai été arnaquée pas mal de fois. Hein. Mais vous n'êtes pas la seule, chère Iman. Vous n'êtes pas la seule. Les arnaqueurs, c'est des gens tellement brillants qu'ils arnaquent Ah, ils sont brillants, ils sont excellents. Oui. Ah oui, donc c'est des grands comédiens. Donc voilà, pour la protection de la femme, surtout en matière de violence, qu'elle soit sexuelle ou autre. Donc même contre l'harcèlement, même dans la rue. Harcèlement moral, le harcèlement... Oui, tout. On voit des jeunes filles... donc elle a des droits aussi. Donc il y a la constitution algérienne qui a permis... Donc qui a permis... pas mal, elle a plutôt donné pas mal de droits à la femme en matière, donc il y a l'égalité des chances dans le domaine du travail. Effectivement. Voilà, pas de discrimination de sexe. Alors, entre nous, on est privilégiés par rapport aux hommes. Tout à fait. Entre nous, il y a beaucoup à faire. Bon, le problème, c'est la mentalité des gens, qui constituent cette société. Il faut essayer de la changer un peu. Voilà. Donc vis-à-vis de la femme, du respect de la femme, parce que la femme, il y a un manque de respect quand même, flagrant dans la rue. Donc c'est une culture en quelque sorte. Hein, et c'est l'éducation aussi des parents. Donc on revient toujours à l'éducation des parents. Voilà, tout à fait. Donc il y a eu aussi un événement très important en 2008, c'était la levée de la réserve que l'Algérie avait émise en signant et en ratifiant la Convention de 1979 concernant l'annulation de toute forme de discrimination. Parce que l'Algérie avait signé cette convention, mais elle avait émis une réserve. La réserve, l'article 9.2. Donc en 2008, elle a levé cette réserve. Ah, d'accord. Par décret présidentiel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi, on peut parler aussi du Code de la famille, donc de 2005.
qui a permis à la femme, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, de transmettre sa nationalité à son enfant. Ah oui, il n'y avait pas avant ça. On ne pouvait pas avoir notre nationalité à travers la maman. C'est-à-dire un enfant qui était de père étranger ou qui était de père inconnu n'arrivait pas à avoir la nationalité algérienne. Même algérienne. Hein? Oui, oui. Parce qu'il y a des pères, après le divorce, ils refusent toute collaboration avec la maman. Et du coup, il ne fournit pas justement des documents officiels pour les enfants. Là, c'est dans le cas des mariages orphés. C'est-à-dire, il se marie avec elle et tout, il n'y a pas de livret de famille, il n'y a rien d'officiel. Ensuite, pour le papier et la pension alimentaire, il renie l'enfant, carrément. Hein. Voilà, et l'enfant se retrouve sans nationalité et la mère donc il porte le nom de la mère, mais la mère ne pouvait pas transmettre sa nationalité à son enfant, à sa progéniture. Donc il y a eu énormément de problèmes et ça a résolu un problème incroyable pour ces enfants. Donc à partir, donc c'était en 2005, la mère pouvait maintenant c'est bon, elle transmet sa nationalité à son enfant. Très bien. Donc il y a aussi le fonds pour la pension alimentaire. C'est une avancée incroyable. Donc, parce qu'avant, quand la femme divorçait, il y avait certains maris qui n'avaient pas de moyens ou qui partaient, on leur trouvait plus d'adresse. Ils donnaient ni pension alimentaire, c'est-à-dire ils abandonnaient carrément leurs enfants. Donc la femme ne trouvait pas de quoi faire. Il y a des femmes illettrées qui n'ont pas de boulot, ne trouvaient pas comment faire nourrir leurs enfants. Donc l'État a créé ce qu'on appelle le fonds national pour la pension alimentaire. Donc la femme, elle a un dossier à fournir. Et quelles sont les démarches justement du dossier à fournir? Le jugement de divorce, donc la fiche familiale, c'est-à-dire un dossier administratif, habituel. Voilà. Classique. Elle dépose donc au niveau de... Et là, elle a une pension alimentaire, donc une pension mensuelle pour ses enfants. C'est une aide de l'État. Ah oui, voilà. Parce que le mari n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette femme avec ses enfants? Donc ce qu'on appelle le fonds de la pension alimentaire. Donc il y a aussi les poursuites judiciaires contre les violences conjugales, donc ce qu'on a parlé. Mais il y a la clause, certaines ne leur plaît pas, mais moi ce que je veux dire, il y a la clause du pardon, c'est-à-dire le législateur permet à la femme, il a introduit, eux, certaines disent qu'ils ont greffé, ils ont obligé, non, ils n'ont pas obligé. La femme est libre, elle peut pardonner à son mari. Ah bah oui. Comme elle peut ne pas lui pardonner. Certaines femmes, elles n'ont pas pardonné. Donc je ne vois pas pourquoi on critique cette clause du pardon. Donc la femme est libre. Ça dépend de la situation de la famille, la situation de la femme aussi. Des fois, la femme, c'est-à-dire, elle dit non, je n'accepte pas que mon mari soit incarcéré. Elle a changé d'avis. Voilà, je lui pardonne. Donc, il y a l'extinction et l'arrêt de l'action publique et poursuite judiciaire. Alors, certaines disent pourquoi il y a cette clause. Pourquoi elle se rétracte? Voilà. Non, les féministes, pourquoi le législateur, c'est pas concernant la femme, pourquoi le législateur a inclus cette clause du pardon? Mais chacun est libre, c'est-à-dire elle n'est pas obligatoire, la clause. Ce que j'essaie d'expliquer, la clause du pardon, là, elle n'est pas obligatoire. La femme est libre. Elle peut pardonner à son mari comme elle peut ne pas lui pardonner. Voilà. Donc, ce qui reste, moi, je pense, ce qui reste à faire aussi, il y a toujours quelque chose à faire, c'est concernant le harcèlement des maris ou de quelqu'un d'autre contre une femme. Parce qu'il y a certains ex, même ils divorcent, ils continuent à harceler sa femme. C'est surtout le harcèlement moral. On parle de ça, non? Moral ou autre. Voilà. Très bien. En général. Voilà. Il y a certains hommes, avec des pathologies mentales, je l'ignore, ils continuent, même après le divorce, ils continuent à harceler sa femme et la suivent partout. Donc, ce qu'il faut faire, le législateur doit penser à ce qu'on appelle les injonctions. C'est-à-dire, c'est comme en Europe, aux États-Unis, c'est-à-dire des injonctions d'éloignement. Il n'a pas le droit de l'approcher. De l'approcher. Voilà, à plusieurs mètres, ou il change de ville, il n'a pas le droit de rentrer dans la ville où elle réside, dans la même ville que son ex-femme. Voilà. Mais sinon, il y a eu beaucoup d'avancées en matière de loi, il faut le reconnaître quand même. Oui. Donc, espérons qu'il y en a d'autres aussi. Ah ben oui, on espère, parce que le code de la famille, il continue et à chaque fois, il est réajusté. Tout à fait. Alors, du moment qu'on parle surtout sur la violence de la femme dans le monde, donc qu'a fait le législateur algérien concernant justement cette forme de...
on parle beaucoup plus de beaucoup de formes de violence. Tout à fait. Il y a la violence verbale, il y a la violence où elle reçoit des coups, il y a la morale, violence psychologique, etc. Parce qu'il y a certains maris qui n'arrivent pas à insulter leur femme, à les rabaisser. Ils sont frustrés dans leur... Non, mais ça, c'est carrément, c'est des gens malades, là. Ça a été prouvé et tout. Notre juriste, elle dit qu'ils sont malades. Non, parce que des fois, au niveau du tribunal, donc section des affaires familiales, ce qu'on appelle quand il y a un truc comme ça, de divorce et tout, il y a une expertise plutôt psychiatrique qui est ordonnée, hein, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, parce qu'il y a des femmes aussi violentes. Hein. Ah oui. Voilà. Oui. Donc il faut le reconnaître. Il y en a beaucoup. Mais elles sont minimes par rapport aux hommes. Voilà. Parce que la violence des hommes... Ou alors, on n'entend pas beaucoup parler des hommes battus aussi. Hein. Oui, donc, mais parce que des fois, ils le cachent. Parce que vu la société algérienne, ils se disent ils vont m'insulter, ils vont me traiter de tous les noms. Là, mais il y a certains hommes qui ont beaucoup de courage. Hein. Ils arrivent à parler et c'est-à-dire ils signalent ça, ils déposent plainte, ils vont devant. De toute façon, ça finit toujours par un divorce. Hein. Tout à fait. C'est mieux que sûr, ça finisse par un crime ou autre, un homicide. Donc, qu'a prévu le législateur dans ces cas-là? Donc, on revient à la loi 2015. Effectivement, parce qu'on n'en a pas encore parlé de 2015. Voilà. Donc cette loi a prévu beaucoup d'articles pour la protection de la femme contre toute violence. Il y a ce qu'on appelle violence conjugale et parentale. Hein. C'est différent. Parce que conjugale, quand il s'agit de mari, mais parentale, des fois le père, le frère... Il tabasse sa fille comme pas possible. Oui, le frère aussi. Hein. Donc c'est pour ça que le législateur a insisté, a dit violence conjugale et parentale. Ah d'accord, très bien. Voilà, donc ça concerne la famille et tout. Donc là, il a prévu donc, des peines d'emprisonnement. Donc bon, il y a toujours le pardon. Mais quand il y a handicap ou incapacité, donc quand c'est moins de 15 jours, donc la peine d'emprisonnement est plus légère. Bon, dans le cas où la femme pardonne, donc il y a extinction des poursuites, de l'action publique et tout. Dans le cas où elle ne pardonne pas, il est incarcéré. Hein, oui. Donc, et sa peine, donc ça varie quand c'est moins de 15 jours, ça peut aller de 3 mois, 6 mois, jusqu'à 1 année, 3 ans. Et quand c'est plus de 15 jours, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Et quand il y a une incapacité donc, permanente, donc ça peut aller jusqu'à 10 ans. Ah ben 10 ans, des fois 20 ans. Donc quand le mari bat sa femme, c'est des circonstances aggravantes. Hein. Regardez où est parti le législateur, hein, dans les détails. Mais les gens ne reconnaissent pas ça. Quand la femme est battue devant ses enfants mineurs. Oui. Donc l'homme, on applique sur lui les circonstances aggravantes. Ah ben oui, parce que c'est une agression psychologique vis-à- -vis des enfants qui peut traumatiser les enfants. Effectivement. Voilà. Donc s'il y a, suite à cette violence, il y a homicide, donc il peut aller jusqu'à la perpète, hein, donc à perpétuité. Oui. Voilà, de 20 ans à perpétuité. Oui, donc, et cette année aussi, donc, on revient toujours vers la journée internationale des droits de la femme qui est instaurée un 8 mars. Donc cette année, le thème retenu, c'est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi que la femme a apporté beaucoup pendant la pandémie de la Covid-19 dans le monde, pas uniquement en Algérie. Donc nous, on parle, ça c'est en général. Donc, et la femme algérienne, elle a beaucoup combattu pendant cette pandémie. Donc qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Donc la femme, le combat et la lutte de la femme n'est pas d'aujourd'hui. Donc il est surtout la femme algérienne. Voilà. Donc on a vu pendant la Révolution. Donc quand vous voyez des jeunes filles qui sont surtout dans une société conservatrice à l'époque et tout, qui sortent chez elles, elles montent au maquis, elles soignent dans des conditions très difficiles, rudimentaires même. D'ailleurs, on a reçu un exemple de femme. C'est Madame Fatiha Zembouchi qu'on salue d'ailleurs. Ah oui, D'ailleurs, elle nous a dit que j'ai tout laissé tomber. Et je suis montée au maquis. Des gamines, elles sortaient de l'adolescence. 16 ans, 17 ans. Voilà. 16 ans, 17 ans. Elles ont combattu côte à côte avec leurs frères algériens. Donc, elles ont travaillé. Mais elles étaient matures. Très matures, très matures. Et très fortes aussi de personnalité. Quand on voit, on entend, on lit ce qu'elles ont supporté comme torture, on se dit, mais c'est incroyable. Oui. C'est inhumain. Comment c'est des bouts de femmes. Effectivement. Et elles étaient très jeunes. Voilà. Donc, moi, j'ai vu le film qui a été affiché dernièrement. Il s'appelle Pour Jamila Boupacha.
comment elle a été torturée, comment elle a été... Ah oui, les Djamilettes. Ah oui, les Djamilettes, elles ont été vraiment torturées. D'ailleurs, on l'appelle, moi, les Algériennes Moujahidettes et Shahidettes aussi, on les appelle les belles et rebelles. Les belles et rebelles, effectivement. Voilà, c'est magnifique comme appellation. Et la femme algérienne, elle continue son combat d'une manière ou d'une autre, même c'est journalier pour elle. Déjà, quand elle s'occupe de chez elle, de sa famille, de ses enfants, de son mari, de ses parents en même temps. Donc ça, c'est un combat déjà. Au travail, c'est un combat. Certes, actuellement, d'ailleurs, le monde du travail où émergent les femmes algériennes, c'est un monde où elle a beaucoup de facilité. C'est vrai, on est... bon, moi, je parle de moi. C'est-à-dire, non, en général, les femmes algériennes qui travaillent, elles sont soutenues par les hommes. Elles sont soutenues... Avant, il n'y avait pas ça. Oui, maintenant, les choses ont changé, les mentalités ont évolué. Il y a eu des mutations de société. L'homme, il a fait des études, il sort, il travaille. Donc, son esprit, il est plus ouvert qu'avant. Donc, c'est pour ça qu'il soutient la femme, il comprend. Parce que cette femme, c'est sa mère, sa sœur et son épouse, sa fille aussi. Effectivement. Et donc, il est touché de près par cette femme qui fait partie de lui, partie intégrante de lui. Donc, on a vu que les femmes, elle a une double responsabilité, hein, par rapport à l'homme. Ça, c'est vrai. Et sur le plan du travail et à la maison. Donc, elle s'occupe des enfants. C'est une lourde responsabilité qu'elle a. Et elle arrive à concilier justement son travail, sa famille. Le suivi des enfants. Effectivement, elle fait beaucoup de choses dans la journée. Elle arrive à le faire quand même. C'est un combat, on va dire, contre le temps aussi. Parce qu'elle essaye un petit peu. Ce n'est pas évident. Mais moi, je tiens à rendre hommage vraiment à une certaine catégorie de femmes illettrées, sans boulot, des petits boulots avec des enfants handicapés ou des maris handicapés malades qui travaillent durement. Ça, c'est vraiment des femmes qui méritent qu'on leur rende hommage. Certaines femmes comme nous, là, on est instruites, on a les moyens, on est dans une grande ville. On est soutenus justement par notre famille. Il y a certaines femmes seules, avec ou des maris handicapés, alités, ou des enfants handicapés. Il y a certaines femmes qui ont 3, 4 enfants handicapés, avec rien, une petite pension, une maigre petite pension. Ça, c'est vraiment un grand hommage. Il y a des femmes aussi, Maître Sabr Djamila, parce qu'on en connaît beaucoup d'ailleurs dans notre entourage, il y a des femmes qui n'ont pas de revenus et qui ont des enfants en bas âge. Et des fois, on trouve qu'elles ont des enfants qui ont dans la quarantaine et qui ne travaillent pas. Tout à fait. Donc, et là, elle est obligée de faire n'importe quoi pour qu'elle subvienne aux besoins de ses enfants et de la famille. Vraiment, un bon courage. Donc, et à ces femmes qui accompagnent leurs enfants malades dans les hôpitaux, là c'est vraiment, moi j'en ai vu, j'en ai connu aussi, c'est un grand bravo, hommage à ces femmes-là. Alors ces femmes, justement, heureusement que vous avez justement soulevé ce point qui est très essentiel. Il y a des femmes, justement, qui accompagnent leurs enfants, tels que les enfants cancéreux qu'on salue, d'ailleurs, et on est de tout cœur avec vous. Ou Rabbi Shafikum, Inch'Allah. Alors les mamans, elles les accompagnent pour une longue durée, ce sont des mois. Et elles se retrouvent devant un divorce après. Et elles viennent de très loin. Moi, je connais des femmes qui viennent de villages lointains. Donc, le mari, elles peuvent pas abandonner leurs enfants malades. Quand vous avez un petit enfant, un petit bout de chou qui est frappé par un cancer et tout ça. En plus, elle a d'autres enfants. Donc, elle est partagée entre ses enfants qu'elle les laisse dans le village et cet enfant qui est hospitalisé, qui a besoin de sa présence. C'est pour ça que je vous dis, c'est un grand hommage et un grand hommage à ces femmes-là. Un grand hommage. Très bien, merci Sabr Djamila. Merci à vous. Alors, on rappelle aussi à nos chers amis téléspectateurs que Coral Peinture est notre sponsor officiel du Bonjour d'Algérie. Et sans plus tarder, on rend hommage à un grand homme de la scène artistique, on va dire algérienne, voire maghrébine, puisque la famille artistique est en deuil depuis hier, le 3 mars. Houssine Nahel s'en est allé, un artiste talentueux qui a accompagné les plus grands. Khaled Hasni, Rabbi Yarhamou, Blaoui El Houari, Hamed Wahbi, Bilal, Mami, Nasro et tant d'autres, et même de grands noms internationaux tels que Warda Al-Jazairiya, Rabbi Yarhamha.
Eh bien, le directeur de la station d'Oran, Habib Hadri, le directeur adjoint et directeur de production d'Iris Djaden et tout le personnel de la station régionale d'Oran présentent leurs sincères condoléances à la famille artistique et la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Rabbi yarhamak Hussein Nahal. Voilà. Et sans plus tarder, eh bien, on vous propose le sujet sur le 229e anniversaire de l'indépendance d'Oran qui s'est passé au Krask. Et sujet est signé Salim Skandar. À l'occasion du 229e anniversaire de la libération d'Oran de l'envahisseur espagnol, une rencontre-débat a été organisée en présence d'un parterre de chercheurs et universitaires sous le thème Oran, ville de savoir et de cohabitation. نظم على الصحة المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران بالتعاون مع مخبر الدراسات الاتصالية والإعلامية وتحليل الخطاب لجامعة مستغانم ومع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران ندوة علمية حول إذا تحرير وهران من الاحتلال الإسباني تحت شعار أيضا وهران مدينة التعايش والمعرفة. أهمية العمل أنا أعتقد أنه يكمن في طرح جديد يعني على مستوى المؤسسات الأكاديمية للحفاظ على التراث والحفاظ على الذاكرة الوطنية والتاريخية وتأصيلها والاهتمام بها ونشر أيضا بحوث وحتى ربما تقديم مداخلات علمية ضمن تظاهرات أيضا أكاديمية ثقيلة جدا تزن المسار التاريخي لكل مدينة لكل أيضا منطقة من ربوع وطننا. Une rencontre où plusieurs volets de cette partie de l'histoire de l'Algérie ont été traités. المعروف أن الفترة الإسبانية الثانية التي بدأت منذ 1732 بدأت بحوالي 20 حاكما كان أشهرهم دون خوسي فاليخو وأرامبورو وغيره من الحكام الذين اقترحوا على التاج الإسباني آنذاك الاحتفاظ بالمرسى الكبير وترك وهران. La conférence qui a duré toute la journée se veut un prélude d'une longue série de rencontres et entrées à la même thématique. Eh bien, sans plus tarder, on rappelle à nos chers invités spectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par Coral Peinture. Et là, je reçois deux bouts de femmes qui chacune émergent dans son domaine. Eh bien, nous avons avec nous Mademoiselle Seti Zelmat, ingénieure en génie civil. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Iman. Je te remercie pour l'invitation. Alors, je me présente, c'est Seti, j'ai 26 ans. Mais pas encore. Mais vous êtes pressée de nous quitter là? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais Maëla. Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, juste le temps de présenter notre deuxième invitée. Eh bien, c'est Madame Bedia Oularbi. Bonjour. Bonjour. Enseignante de français au primaire. Exactement. Ça va? Ça va très bien. Mais aussi influenceuse. Tout à fait. Ben, on va découvrir dans un petit moment dans quel domaine. Oui, voilà. Très bien. Alors, Zelmat Seti, vous êtes ingénieure en génie civil. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu, pourquoi avoir choisi cette branche? Alors, j'ai choisi cette branche, c'est par rapport au design. Au début, je voulais faire l'architecture, mais après, c'était un peu compliqué pour la moyenne. Vu que la moyenne était plus élevée. Donc, j'ai préféré le génie civil. Ah, l'architecture, sa moyenne est plus élevée que le génie civil. Oui. C'est à peu près pareil, non? C'est dans le même, on va dire, dans le même créneau, quoi. Exactement. Exactement, c'est ça. J'en connais un bout. Hein. Alors, parlez-nous un petit peu de votre intérêt vers le génie civil. Alors que, en principe, c'est un métier où on trouve beaucoup d'hommes. Oui, effectivement. Mais ces dernières années, on trouve beaucoup plus de femmes que les hommes. Que les hommes, justement, parce qu'elles s'intéressent. Elles s'intéressent vraiment. Elles s'y intéressent. Parce qu'elles s'y intéressent par rapport au design, par rapport au décor, par rapport à la perfection de la structure, par rapport à les infrastructures, tout ça.
Très bien. Eh bien, je me retourne vers Bedia Oularbi. Alors vous venez directement de Mostaganem, justement. Tout à fait. Alors voilà, je suis professeure de français au palier primaire. Je travaille avec les enfants depuis déjà 10 ans. D'ailleurs, c'est vous qui aviez choisi être au primaire. Avec les enfants, tout à fait. J'aime beaucoup les enfants. Voilà, c'est l'innocence, c'est beau, quoi. Voilà. Et je suis venue partager vous parler de mon parcours et mon expérience avec le surpoids et la perte du poids. Mon Dieu, oui. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent oui, en ce tout moment, à fait. justement. Oui. Alors déjà, pourquoi avoir choisi l'enseignement, déjà? Je dirais, l'enseignement, c'est un art aussi. Hein. C'est beau. Et je sais pas... en fait, l'enseignement, c'est l'art d'enseigner. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est l'art de donner. De donner, exactement, et d'avoir des interactions avec nos apprenants. Voilà. Et puis c'est tout. Alors, et comment vous êtes avec les enfants Est-ce que les enfants s'intéressent à cette langue qui est étrangère par rapport à leur environnement? Ces dernières années, un peu moins. Au début, quand j'avais commencé en 2011, il y avait plus de motivation, mais ces derniers temps, ça a beaucoup changé. Je ne sais pas pourquoi. Dans quel sens ça a changé? Ils s'intéressent beaucoup moins à l'apprentissage des langues étrangères, en particulier le français. Ah, très bien. Oui, ah, très bien. C'est ce que j'ai constaté. D'ailleurs, mes collègues le constatent aussi. Voilà. Donc, justement, vous ne vous êtes pas arrêté là? Non. Donc, vous avez un petit peu pris les devants pour un long combat. Tout à fait. D'ailleurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, voilà. Donc, mon expérience, en fait, mon parcours a commencé en 2015. Bon, j'avoue qu'en 2013, j'avais pris énormément de poids. J'avais dépassé... j'avais pris... Là, vous avez une taille de guêpe, hein? Oui, tout à fait. Merci. En tout cas, en 2013, j'avais pris plus de 20 kilos suite à des circonstances. Voilà. Et franchement, je me sentais très, très mal avec ce surpoids. Et bon, c'est vrai que j'avais adopté de très mauvaises habitudes. Je grignotais beaucoup. J'avais plus de 6 repas par jour. Hein? Oui. 6 repas? 6 repas. Plus, des fois. Oui, je grignotais beaucoup, je mangeais beaucoup. Oui. Voilà. Comme on dit ici à Oran, à Ténégalbek. Et voilà, j'avais un appétit de loup, quoi. Je mangeais beaucoup. Oui, voilà. Je sais pas, c'était dû à... Ce n'est pas le cas de cette île-là. Pas du tout. Pas du tout. Oui, voilà. Donc, après, en 2015, j'ai eu le déclic de vraiment passer à autre chose et me débarrasser de ces kilos qui faisaient mal à mon corps et à ma santé en particulier. Eh bien, voilà. On revient tout de suite. Faites une toute petite pause, puisque moi, je vais vous offrir, vu qu'aujourd'hui, on va commencer la fête des droits de la femme à partir de cette semaine, on commence justement la première semaine de mars, et le mois de mars, c'est le mois des droits de la femme. Donc, l'équipe de Bonjour d'Algérie d'Oran est en train on a décidé justement de vous offrir une très belle chanson interprétée par Mariam Ben Allel, Le Habib Diali, من مدة ما ولالي رايح يولي اليوم.
belle interprétation de Myriam Ben Allel et DJ Nassim. Eh bien, bravo. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié la belle chanson. Exactement, on a vraiment apprécié. En tous les cas, c'est ma meilleure, c'est ma chanson préférée. Ah, d'accord. Donc, vous connaissiez déjà. Exactement. Donc, on a bien choisi. Oui, très très bien. Très bien. Donc, on revient vers vous, cette Iselmat. Donc, vous avez fait génie civil. Oui. Et vous avez justement travaillé dans le domaine. Dans le domaine. Oui. Alors j'ai participé à la construction d'un certain hôtel qui est très connu ici à Oran. Et j'étais chef de projet. Prestigieux d'ailleurs. Oui, c'est prestigieux. On a fait une piscine semi-olympique avec une garderie, une salle de sport. Avec aussi un spa complet, avec un créneau complet, hammam, chambre froide, chambre chaude, sauna et tout ça. Et il y a aussi un étage pour l'hébergement. Ah, très bien. Oui, pour l'hébergement. Et ça a pris combien de temps? Ça a pris, disons, 8 mois, 9 mois. De réalisation. Vous avez procédé, vous avez justement participé on va dire, aux travaux? Oui. Au suivi aussi? Au suivi. D'ailleurs, je faisais le suivi du chantier. Ah, d'accord. Oui, j'étais chef du projet. Très bien. Et bien sûr, vous ne vous êtes pas arrêté là? Pas du tout. Alors après ça, il y avait la pandémie. Il y avait la pandémie. On a arrêté. Donc vous étiez obligé d'arrêter? Oui, on était obligé d'arrêter le projet. Et je me suis lancée dans l'onglerie. C'est tout un art. Exactement. Il n'y a aucun rapport avec le génie civil. Avec de beaux ongles aussi. Exactement. Il faut bien prendre soin de soi-même. La beauté, c'est important. Ben oui, la femme, c'est la beauté. C'est la beauté, exactement. Donc, je disais, j'ai fait une formation dans une école russe qui est très connue ici, sur Alger. Et voilà. Donc, et là, est-ce que vous exercez? Oui, j'exerce depuis un moment. Depuis, on va dire, le mois de juin. Ah, d'accord, très bien. Donc, vous avez créé votre propre, on va dire, votre propre affaire. Exactement. Et d'ailleurs, le 8 mars, Inch'Allah, je vais faire l'ouverture de mon studio en onglerie. Ah, très bien. Exactement. Ben, ça fait plaisir. Mais est-ce que vous allez laisser tomber le génie civil? Non, pas du tout. Non, ça va être en parallèle. Ah, très bien. Oui, ça va être en parallèle. Très bien. Donc, on revient vers Badia qui, elle, a fait un exploit puisque vous avez perdu combien de kilos? 32 kilos. En combien de temps? Alors, ça a commencé le 13 octobre 2015. Ça m'a pris 8 mois de perdre 28 kilos. J'avais perdu 28 kilos à ce moment-là. Et les 4 derniers kilos, je les ai perdus pendant le confinement, pendant Ramadan 2020. Alors, pendant le confinement, on prend des kilos. Exactement. Moi, j'en ai perdu encore, mais j'étais pas en régime, il n'y avait pas de déficit calorique ou quoi. Je faisais beaucoup d'activités physiques et je faisais le Tabata, l'interval training. Donc, c'est un exercice qui est très bon, brûleur de graisse et de calories. À la maison? Oui, à la maison, bah bien oui, on évidemment. ne pouvait pas sortir. Oui, à la maison. C'est pas de la Zumba, non? Ça n'a rien à voir. Non, c'est un exercice, on l'appelle l'interval training. En fait, c'est un exercice qui fait travailler tout le corps. Les abdos, les cuisses. Si vous n'y étiez pas en robe, je vous aurais demandé de nous montrer justement un autre jour. Bah oui, un autre jour. Ah bah oui, pourquoi pas. Voilà. Donc, en gros, j'ai perdu 32 kilos. Et j'ai jamais fait d'effet yo-yo. Ah ben, je ne sais pas si on a les images, on va le demander à notre script Choukri Sari. Je ne sais pas si on a les photos de... Est-ce qu'on a les photos? Je pense. Oui. Donc, bon, nous, on continue à parler. D'accord. Voilà. Eh ben voilà. Voilà. Un sacré changement. Un sacré changement, exactement. La métamorphose. Effectivement, c'est une métamorphose complète. Alors, est-ce que ce changement, justement, a déteint sur votre vie quotidienne, sur votre mental? Moi, d'abord, en fait, on sait que l'obésité, c'est une maladie, en fait. C'est une maladie chronique d'ailleurs, semblable à l'hypertension, au diabète, à d'autres maladies d'ailleurs, des maladies cardiovasculaires, etc. Donc ça esquinte la santé.
c'est de la graisse qui s'accumule dans le métabolisme. Donc il faut vraiment s'en débarrasser et le plus vite possible. Franchement, moi, ma vie a beaucoup changé, oui. Oui, j'ai plus confiance en moi. Je me sens en bonne santé, alhamdoulilah. Je suis toute légère, quoi. Voilà, je suis active. Donc le surpoids, c'était contraignant. Le surpoids est vraiment contraignant. Et comment vous viviez votre surpoids, justement? Normal. Disons que oui. Vous n'étiez pas complexée, non? Non, moi je n'étais pas complexée. Moi je n'ai jamais été complexée en fait. Et d'ailleurs c'est ce qui a fait que je suis restée avec les kilos plusieurs années. C'est juste qu'à un moment je me suis, j'ai dit voilà stop, il est temps de penser à ma santé, il est temps de passer à autre chose et de changer mon mode parce que le mode que j'avais n'était pas un mode sain. Aujourd'hui je suis dans un mode très sain. Et voilà, j'aime beaucoup ce que je vis actuellement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner juste comme ça en éclaireur un repas équilibré que vous prenez, oui. On va dire, vous avez élaboré à la maison? Moi, si je vous parle par exemple de mon régime quand j'avais commencé, j'avoue que le premier mois de mon régime était un régime draconien. Donc il y avait de la frustration et ça, je ne le conseille pas aux gens. Disons que j'avais la niaque, j'avais envie de maigrir le plus vite possible et ce n'était pas la meilleure façon pour maigrir en fait. Donc après… Vous avez perdu combien de kilos le premier mois? 8 kilos. Oh là! Oui, c'était trop. C'est pas bon. C'était trop, oui, voilà. Donc à ce moment-là, j'étais un petit peu fatiguée, je me sentais pas vraiment en forme. Et c'est à partir de là où j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis documentée sur le rééquilibrage alimentaire et surtout sur le déficit calorique. Parce qu'on peut être en rééquilibrage alimentaire même si on ne veut pas maigrir, manger sain et équilibré. Sans maigrir en fait. Mais moi j'ai opté pour un rééquilibrage alimentaire avec déficit calorique. Ça veut dire que je consommais moins de calories par jour qu'auparavant. Je variais entre 1100 calories, 1200 jusqu'à 1600. Donc chaque jour je variais, j'avais un quota. Oui, pour maigrir en fait, pour perdre du poids. Donc voilà, et le deuxième mois, je suis passée au rééquilibrage avec déficit calorique. Alors, est-ce que vous avez, je m'excuse de vous avoir interrompu, non, y a pas de est-ce que vous êtes allée vers un médecin nutritionniste? Non, pour être honnête, non. On m'a déjà posé cette question. Ah d'accord. Non, moi je veux être honnête et transparente. Je n'ai jamais vu de médecin ou qui que ce soit. Je me suis documentée toute seule, j'ai fait des recherches. Et franchement, le deuxième mois, quand je suis passée au rééquilibrage alimentaire avec déficit calorique, et je l'ai associé au jeûne intermittent, j'ai arrêté de manger à 18 h et je reprenais de manger le lendemain, comment dirais-je, vers 10 h. Donc j'avais… Ah d'accord, oui, le jeûne intermittent, c'est ça? Donc on s'arrête de manger à un certain moment? Oui, voilà, moi je faisais le système 8 h, 16 h. Donc je m'arrêtais à 18 h et je reprenais à manger le lendemain à 10 h. Voilà. Et donc ça fait 16 heures de… Vous n'avez pas eu un problème de vitamines, une carence en fer ou une carence… Je vais vous expliquer. Justement. Non, je vais vous expliquer. Alors à ce moment-là, je prenais 3 repas par jour. Oui. Et c'était des repas vraiment équilibrés. Oui, de 6 repas à 3 repas. Oui, voilà, j'ai beaucoup diminué, oui, tout à fait. Bon, le premier mois, j'avais tout arrêté. Tout ce qui était sucre, pâtes, fast food. Voilà. Avant, j'étais une grande consommatrice de malbouffe et surtout de fast-food. Mais aujourd'hui, disons oui, je me fais plaisir, mais occasionnellement. C'est plus comme avant, en fait. Donc, voilà, je prenais 3 repas par jour. J'avais un bon petit-déj équilibré où j'avais un produit laitier, des céréales complètes, un fruit frais et bon, mon café noir, ma dose de caféine, je ne peux pas m'en passer, je suis accro. Mais bon, j'essaie de diminuer, de ne pas en prendre beaucoup. Oui. Donc voilà, j'avais 3 repas par jour et je faisais du sport 4 fois par semaine, voire 5. Donc ça dépend. Donc vous avez introduit l'activité physique? Ah oui, mais c'est pour les femmes qui n'ont jamais fait de sport, comment elles peuvent faire? Elles peuvent commencer, bon, les débuts vont être très durs. Oui, mais oui, il y a des femmes qui ne peuvent pas, par exemple, faire du sport parce qu'elles ont un problème de santé ou quoi. Oui, je leur conseille de marcher. Vraiment?
Oui, ça aide. Oui. Après, une marche rapide, hein, pas une marche... Parce qu'il faut dire, entre nous les filles, il faut dire que nous, on ne marche pas beaucoup parce que déjà, on a des voitures. On est devenus sédentaires. Exactement, très sédentaires. Sinon, on va prendre un taxi. Donc, comme on dit, entre guillemets, exactement. Voilà, exactement. Oui, donc, voilà, en gros, ça se passait très bien. Par contre, j'étais trop critiquée. On m'a beaucoup critiqué. Mon entourage aussi ne voulait pas que je perde beaucoup de poids parce qu'on me disait que tu as perdu de ton charme, de ta beauté. Moi, je m'en fous. Moi, je me trouve belle et je me sens bien dans ma peau. Donc, très bien. Voilà. C'est le plus important. Exactement. Ouais. Eh bien, les filles, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous le plateau de Bonjour d'Algérie d'Oran en cette grande occasion qui est le mois de mars, le mois des droits internationaux de la femme. Donc, merci. Alors, sans plus tarder aussi, alors un joyeux anniversaire à Madame Djemila Rahel Benounen, c'est la femme de notre caméraman Benounen Ali, et bien notre collègue et directeur photo. Donc, joyeux anniversaire Madame et longue vie à vous. Et sans plus tarder aussi, alors on rappelle que Coral Peinture est notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie, de Bonjour d'Algérie. Eh bien, sans plus tarder aussi, alors vous aimez le lait, les filles? Le lait? Oui. Oui, bien sûr. C'est très bon, hein? Ah bah oui. Non. Moi, j'adore le lait. J'aime. Ouais, enfin, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai un problème de côlon. Donc de colopathie, donc c'est pas évident. Donc, et comment vous compensez le calcium? Généralement, je prends que du lait de soja. Oui. Ah, ok. Ou lait de coco aussi, c'est bon. Lait de coco ou le lait d'amande aussi. C'est très bon, le lait d'amande. Oui. Exactement. Mais pas celui qu'on utilise pour les gâteaux, etc. C'est celui qu'on boit. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Très bien. Et là, je vous invite à suivre avec nous les bienfaits du lait. On se retrouve juste après. Sont nombreuses. Il facilite en général la digestion, protège contre les infections, diminue le stress et l'hypertension. Alors, un tour d'horizon de ses propriétés santé? Eh bien, le lait jouit de nombreuses qualités nutritionnelles reconnues. De par les éléments qu'il apporte, le lait est avant tout un aliment de choix pour atteindre un équilibre nutritionnel. Le lait est une source de calcium, essentiel pour les os, mais aussi la contraction musculaire ou la coagulation. Source de protéines qui contribuent à la fabrication des muscles, des os, des enzymes. De glucides, importante source d'énergie. De vitamines A, B et D. Source de minéraux comme le phosphore. Renforce le système digestif. Le lait se trouve des facteurs de croissance, tels que l'IGF ou la lactoferrine. Ceux-ci vont notamment agir au niveau de la muqueuse intestinale en renforçant les capacités de défense du système immunitaire. Mais quels sont les bienfaits du lait? Eh bien, le lait est la meilleure source de calcium de l'alimentation. Le programme de la nutrition santé recommande de consommer 3 produits laitiers par jour pour équilibrer nos apports en calcium, matières grasses et sel. On considère que 100 à 150 ml de lait correspond à un produit laitier. Le calcium nécessaire à la minéralisation des os et des dents tout au long de la vie. Il intervient également dans de nombreux processus vitaux. Contraction musculaire, coagulation sanguine, pression artérielle, transmission de l'influx nerveux, fonction hormonale, activité enzymatique, renouvellement cellulaire. Les produits laitiers représentent aussi une excellente source de phosphore, de protéines, de vitamine B12, de la vitamine A, D, E et K. Mais quels sont les différents types de lait? Eh bien, on trouve le lait cru, le lait frais pasteurisé, le lait microfiltré, le lait UHT, le lait entier, le lait demi-écrémé, le lait écrémé. Quel type de lait est bon pour la santé?
Les laits végétaux sont une excellente alternative au lait de vache, pour les personnes bien sûr intolérantes au lactose. Mais quels sont les laits végétaux? Le lait végétal, une boisson produite à partir de végétaux destinée à se substituer à un lait animal. On y trouve le lait de soja, en moyenne 43 calories par 100 ml. Et c'est l'un des pionniers des laits végétaux et fréquemment consommé et dont les nutriments les plus proches du lait de vache. Le lait d'amande, entre 25 et 41 kcal par 100 ml. Il est doux, léger et très digeste, apprécié des intestins fragiles et des personnes qui n'apprécient pas le goût du lait. Le lait de riz, en moyenne 53 kcal par 100 ml. Il est proche du lait d'amande, dont le goût naturellement sucré. On trouve aussi le lait de noisette, en moyenne 65 kcal par 100 ml, le plus gourmand des laits végétaux riches en bonne graisse. On trouve aussi le lait d'avoine, en moyenne 42 kcal par 100 ml, riche en fibres, en acides gras insaturés, en magnésium et en fer, très intéressant sur le plan nutritionnel. On y trouve aussi le lait de coco, en moyenne 30 kcal par 100 ml. Mais attention à ne pas le confondre avec le lait de coco utilisé en cuisine, hein, très riche en gras. Attention, les laits végétaux ne sont absolument pas adaptés à l'alimentation du nourrisson. Mais quels sont les différents laits animaux? Lait de vache, le lait de chèvre, de brebis, de bufflonne, de chamelle. Halte sur le lait de chamelle. Il est incroyable, il contient un fort pourcentage de protéines à potentiel antibactérien très élevé. Il contient 3 fois plus de vitamine C, 10 fois plus de fer, mais il contient aussi plus de protéines et moins de matières grasses que le lait de vache. Une consommation régulière de lait permettrait de maintenir un taux sanguin de cholestérol HDL élevé, facteur de protection contre les maladies cardiovasculaires. Une consommation régulière de lait permettrait de maintenir un taux sanguin de cholestérol HDL élevé, facteur de protection contre les maladies cardiovasculaires. Les bienfaits du lait, eh bien, ça donnait vraiment envie de prendre du lait. Moi, j'ai été tentée par le lait de coco beaucoup plus parce qu'il a un très bon goût et même on l'utilise en cuisine, il donne un goût exquis. Eh bien, là, sans plus tarder, je partage le plateau avec de grandes dames. Alors, l'une d'elles, elle a marqué quand même, c'est une grande dame du sport algérien, elle a marqué justement le sport algérien. Eh bien, elle est avec nous, c'est Madame Zohor Guidouche. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très enchantée d'être là. Eh bien, moi, très contente de vous avoir rencontré, hein, parce qu'on entend beaucoup parler de vous depuis, à travers les journaux, à travers la télévision, à travers beaucoup de monde d'ailleurs. Et là, on se retrouve ici à Oran en plus. Hein. Ouais. Marhaba. Merci. Et bien sûr, vous n'êtes pas seule, puisque vous êtes accompagnée d'une jeune dame. Alors, c'est Imen Tihami, directrice de communication au sein du comité des Jeux méditerranéens. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Oui, très bien. Marhaba, bienvenue. Merci. Alors, Zohor Guidouche, parlez-nous un petit peu de votre périple pendant les années 70, justement, où vous avez fait partie de l'équipe de handball féminine, justement. Ah, bah, c'est un peu difficile de parler de soi, mais écoutez, moi, mon parcours a été, disons, exceptionnel, parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels, avec lesquels donc j'ai traversé un peu ma vie, à commencer par mes parents, bien sûr, qui m'ont toujours poussé dans le domaine du sport. Bon, il faut savoir une chose, que bon, les années 70, l'Algérie venait de se réveiller, disons, elle était en train de se former, disons, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de jeunesse. Et on avait à ce moment-là l'opportunité, à travers l'école et le sport scolaire, donc, de s'exprimer. Donc il y avait dans le domaine non seulement du sport, mais dans le domaine artistique, culturel, ainsi de suite, pas mal de jeunes qui ont pu avoir, disons, une émancipation et s'ouvrir surtout au monde. En fait, en ce qui me concerne personnellement, donc le parcours, il a commencé donc au scolaire, et ensuite, bon, c'est vraiment
au début pour nous, pour moi personnellement, c'était un amusement. Hein. Vous savez, faire du sport, il fallait un peu canaliser aussi toute l'énergie que j'avais. Bon, j'avais la possibilité de faire différents sports à ce moment-là et tout. Oui, justement. Donc on était un peu, bon, il y avait tout ce qu'il y avait comme sélection, disons, pour passer dans les sélections nationales, parce qu'il y avait en prévision, en fait, l'Algérie, à ce moment-là, se préparer pour les Jeux méditerranéens de 75. Eh bien, ça tombe bien. Oui, voilà, et en plus, bon, en 2022, aujourd'hui, on va encore les organiser ici. J'espère que ça sera une super belle fête. Et aussi, surtout, les Jeux africains de 1978. Donc il fallait montrer, le pays devait montrer qu'il y avait quand même une jeunesse dynamique. Et c'est comme ça, donc, on a eu une prise en charge vraiment très performante à ce moment-là. Bon, enfin, un parcours semé beaucoup de joie. Beaucoup. Justement, énormément. Alors, oui. Allez-y. Énormément, pourquoi? Parce que ça nous, en fait, ça m'a permis personnellement, à ce moment-là j'étais plus ou moins timide, de côtoyer des gens et d'avoir à partager avec eux. Vous savez, à travers le sport, c'est quelque chose de... C'est-à-dire, j'ai eu vraiment une chance inouïe d'avoir, comment dire, avoir eu à parcourir ça avec. Et on apprend, on se forge. Et ensuite, donc, je suis rentrée, bon, au début, je vous avais dit que c'était franchement par amusement, ainsi de suite, rencontrer les copines avec l'entraîneur, comment dire, on se donnait à fond, ainsi de suite et tout, mais par la suite, bon, au fur et à mesure que les années passaient, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une petite différence, il y avait une petite différence entre le sport masculin, disons, et le sport féminin. Pourtant, on fournissait, disons, la même énergie, les mêmes efforts, et je me disais au fond de moi, mais pourquoi pas avoir les mêmes attentions? Parce que quand il s'agissait, par exemple, de faire participer des athlètes, disons moi, comme j'étais dans un sport collectif, donc c'était une équipe, on nous sortait toujours, bon, il n'y a pas beaucoup de moyens, vous n'êtes pas assez performante pour aller participer à telle ou telle compétition à l'international, ainsi de suite et tout. Donc à ce moment-là, j'ai mené vraiment un combat, avec que ça soit à la base, c'est-à-dire au niveau de notre staff, le staff qui nous guidait, avec les autorités, ainsi de suite. Et c'était pour avoir un peu, c'est-à-dire les mêmes considérations. Le sport, il est un. Et au fond de moi, le combat, je l'ai mené. Et il fallait donc être aussi... ils attendaient un retour, donc il fallait être exemplaire, ainsi de suite. Effectivement, il fallait se surpasser. Énormément. Il fallait faire doublement. Les efforts, ils étaient doubles pour la fille ou la femme algérienne. Je dis ça, mais en fin de compte, vers les années 90, 2000, je me suis rendu compte que c'était le même combat. Au niveau mondial, hein, dans le cadre du sport, hein, je parle, voilà, le domaine que je connais le plus, je me suis rendu compte que c'était le même combat de la femme pour avoir sa place dans l'activité, dans comment dire, la direction, c'est-à-dire diriger un peu. C'était le gros combat. Alors, et ça, je vais vous dire, par exemple, à partir de l'année 96, le Comité international olympique, donc le CIO, a pris conscience de ça. Donc ils ont commencé il y a eu des démarches qui ont été faites, et ils ont demandé au pays de suivre ces directives pour que la femme puisse avoir et sa place et son rôle à jouer dans l'organisation du sport. Bon, je sais que l'émission n'est pas très longue, parce que ça peut faire l'objet de longues discussions. Donc là, il y a des mesures qui ont été prises pour que la femme puisse d'abord... Ils ont commencé par le programme olympique, c'est-à-dire dans les sports maintenant. Le sport qui veut rentrer dans le programme olympique doit fournir des épreuves et pour les femmes et pour les hommes. À côté de ça, il y a tout un programme de formation, ainsi de suite, pour que la femme puisse jouer son rôle, c'est-à-dire dans la direction, par exemple, dans les organisations sportives. Et ça a fait un énorme bond
ça a un énorme bond en avant pour que la femme aujourd'hui puisse avoir franchement sa place dans le domaine du sport. Effectivement. Alors, quel est le meilleur moment que vous ayez vécu, on va dire, en tant que sportive? Vous savez, bon, il y a eu l'année 78, donc il y a eu les Jeux africains, disons, ça se passait à Alger. On attendait énormément de nous. Ça a été un énorme défi pour nous. C'est-à-dire, il fallait avoir un résultat pour qu'on puisse nous prendre en considération. Ça, c'était très important pour nous. Il y avait une prise de conscience dans l'équipe féminine, bien, qui était dirigée, vous savez, bon, les filles, elles jouaient, mais tous les dirigeants, c'était des hommes, hein. Même le kiné, donc voilà, c'était voilà. Mais cette médaille d'or, franchement, nous a ouvert énormément de portes. Ça... Vous avez été d'ailleurs privilégié de rencontrer feu président Houari Boumediene. Absolument, oui, c'était un moment extraordinaire, ouais, parce qu'il avait reçu, il avait reçu tous les médaillés donc, algériens à la fin des Jeux. C'est, vous savez, je me rappelais toujours de cette scène, donc il m'a tapé comme ça sur l'épaule. Il m'a dit, vous savez, madame, ma fille, il m'a dit comme ça, vous savez, ma fille, l'avenir de l'Algérie, c'est les femmes. Ça, c'est resté dans ma mémoire depuis ce temps-là, depuis le 78, quoi. C'était quand même... Oui, vous savez, c'était un personnage vraiment, un sacré. Moi, je dis ça comme ça, vous savez, les sportifs, on a un langage un peu débridé, disons, mais franchement, c'était quelqu'un qui imposait. Qui est imposé, l'avoir vu. Imposant. Oui, qui est imposé, enfin l'avoir vu, c'est-à-dire devant soi. Devant soi, c'était impressionnant pour nous. Eh bien, puisqu'on parle justement de la femme sportive et la femme justement qui émerge dans le domaine sportif, et surtout dans l'organisation, puisque nous avons avec nous maintenant la directrice de communication du comité des Jeux méditerranéens. Alors c'est Imen, vous vous appelez comme moi? Imen. Oui, ben voilà, le même prénom. Les deux Nous sommes deux aujourd'hui. Voilà, alors aujourd'hui. Alors vous avez une lourde tâche, hein? Une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Tout à fait, que je prends d'ailleurs très à cœur, que nous prenons tous très à cœur au niveau du comité d'organisation des Jeux méditerranéens, dont fait également partie Madame Guidouche. C'est un grand honneur et elle nous apporte vraiment beaucoup au niveau de ce comité, ainsi que tous les membres et toutes les femmes qui sont à l'honneur ce mois-ci. D'ailleurs, au niveau des volontaires, nous avons une parité garçons-filles, donc vous pourrez voir le jour des Jeux. Et c'est vrai que c'est une grande responsabilité que je fais vraiment par amour et par passion, parce que la communication, c'est une très grande passion. C'est votre dada, comme on dit. C'est mon dada, oui, même plus que ça. C'est une grande passion pour moi. Et en plus de le faire pour un si grand événement, pour Oran et pour l'Algérie, c'est vraiment une belle raison de se lever le matin en ce moment, on va dire. Effectivement, voilà. Effectivement, oui. Alors, mais comment vous conciliez, on va dire, votre vie professionnelle avec déjà la prise en charge de 2 enfants qui sont en bas âge? Vous n'habitez pas Oranville, puisque vous habitez à quelques kilomètres d'Oran. Alors, comment vous arrivez à concilier tout ça? Est-ce que j'arrive à concilier? Je ne sais pas, mais j'essaye en tout cas. D'ailleurs, ce matin, c'était un petit peu la course pour arriver. Effectivement, j'ai 2 enfants magnifiques qui aujourd'hui sont ma priorité en termes de communication, on va dire. Mais oui, ce n'est pas évident du tout de concilier. J'ai été les deux, j'ai été femme active en étant célibataire, et femme active et mère au foyer. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup ce terme de mère au foyer, parce qu'en Algérie, on dit qada fi dar, mais en fait, on voit que la femme, elle s'assied très peu. Elle n'est pas très qada. Donc, exactement. Très peu. Alors, mère au foyer, moi, je dirais que c'est un métier à plein temps. Absolument, absolument. J'ai connu les deux. C'est le plus beau métier du monde, d'ailleurs, de s'occuper de chez soi et de s'occuper de sa famille aussi, de ses enfants. Et on oublie souvent de s'occuper de soi, d'ailleurs, justement. En fait, c'est un grand sacrifice. Ayant connu les deux, je pense que les deux sont difficiles à concilier. Les deux sont difficiles à concilier. Mais vous arrivez à le faire?
On essaye. Arriver à 100%. Miracle, on va dire. Par quel miracle? Eh bien, écoutez, j'ai eu des exemples dans ma famille, dans mon environnement de femmes battantes. Moi, je pense que cette expérience, on l'acquis généralement à travers les années, à travers nos mamans, à travers nos grands-mamans et ainsi de suite. Parce que la femme algérienne, depuis la nuit des temps, elle essaye d'être très courageuse et de concilier plusieurs domaines à la fois. Elle porte sur son dos beaucoup de choses. Elle a la charge d'un foyer, la charge de l'éducation de ses enfants qui seront les Algériens de demain. C'est déjà ça. Ce n'est pas rien, ce n'est absolument pas rien. Une lourde responsabilité. On est en train d'élever la jeunesse de demain. C'est une énorme responsabilité. L'Algérie de demain. Tout à fait. Et c'est vrai que dans mon environnement familial, j'ai eu la chance d'avoir des tantes, une maman qui ont été des battantes pendant les années de l'occupation, ensuite après l'indépendance. Et c'est vrai que c'est un petit peu une pression de se dire on doit rendre honneur à leur combat. Est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'a fait par exemple Madame Guidouche? Elles ont fait ça pour nous en fait. Justement. Et on doit nous aussi maintenant relever ce défi-là. Ah ben oui, d'ailleurs c'est un exemple du sport algérien féminin. D'ailleurs quand on dit Zohor Guidouche, tiens, c'est un exemple qu'on prend. D'ailleurs les filles handballeuses, elles la prennent en exemple. Elles se disent, elles avec un rien, et elles ont pu quand même arriver à avoir une médaille d'or. Alors nous, on a tout et on n'arrive pas. C'est quoi? Donc, et comment se passe justement on va dire, le mouvement au sein du comité des Jeux méditerranéens? Eh bien, nous avons un petit peu de tout, ce qui fait un petit peu notre force et ce qui est très agréable, je trouve. Quand j'ai rejoint ce comité, c'est qu'il y a une équipe jeune qui vient un peu partout. J'allais dire que c'est une équipe très jeune. Tout à fait, c'est une équipe jeune. Nous sommes tous des sortants de l'école algérienne, de l'université algérienne. Nous venons de différents horizons et c'est vraiment très enrichissant. C'est-à-dire quand on est en train maintenant de travailler sur ces jeux-là, le fait d'avoir toutes ces synergies qui viennent ensemble pour un objectif commun, c'est vraiment extraordinaire. C'est une ambiance bon enfant, vraiment une ambiance bon enfant, on s'entend tous très bien. Il y a une solidarité aussi, on s'aide entre nous. Voilà, par exemple, quand les enfants sont malades, on peut un petit peu les ramener au bureau. Le jour où j'ai passé mon entretien, c'est une collègue à moi qui m'a gardé ma petite fille pendant que je le passais. Ils font même le babysitting. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour vous dire que l'ambiance est pratiquement familiale. Très familiale, absolument. Très familiale. C'est justement le mot qu'utilise notre directeur général, M. Selim Miles. Selim Miles, qu'on salue d'ailleurs, qu'on a reçu sur ce même plateau plusieurs fois. C'est ce qu'il nous dit, nous sommes une famille, en fait. Nous sommes une grande famille. Voilà. Effectivement. Donc bon courage à vous. Merci beaucoup. Très bien. Alors merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Zohor Guidouche. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce plateau. Donc bon courage. Merci beaucoup. Merci. Et on espère avoir d'autres personnes qui représentent le comité des Jeux méditerranéens jusqu'à la préparation, jusqu'au jour J de 2022. On est là, main dans la main, communication, la télévision est quand même partenaire. Moi, je vous dis, préparez-vous, ça va être une très belle fête. On est en train de vous préparer plein de belles surprises. Surtout que c'est à Oran. Et Oran, c'est une ville très festive. Donc, elle est connue pour ça. Donc, merci. Alors, sans plus tarder, eh bien, je rappelle à nos chers invités et spectateurs que Coral Peinture est notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie. Et sans plus tarder, on vous propose ce sujet signé Sofiane Morni, notre amie journaliste de l'information qui a fait un très beau sujet d'ailleurs sur la fabrication des avions. Et on se retrouve juste après. Un avion sans passagers qui décolle loin des aéroports avec un pilote qui reste au sol. C'est ce qu'on appelle l'aéromodélisme, une activité sportive et éducative qui se situe à mi-chemin entre le monde d'aviation et le maquettisme. C'est un sport qui a un côté scientifique et un côté plaisance. Cela nécessite chez le pratiquant des connaissances en mathématiques et la physique. C'est une passion qui exige beaucoup d'efforts physiques et mentaux. Aussi, on ne fait pas qu'acheter des avions prototypes, mais on en construit également. Désormais, nous sommes en train de former et d'encadrer des jeunes aviateurs pour pérenniser commande pour bien manipuler l'appareil volant, qui par sa vitesse et sa taille peut échapper même à un bon caméraman. Parmi nos jeunes, il y en a ceux qui se spécialisent dans la conception numérique des avions
Il y en a aussi ceux et celles qui se spécialisent dans le pilotage à distance des appareils. C'est un avion électrique que nous avons conçu avec les moyens du bord. C'est un appareil très léger dont la mise en vol se fait à main. Nous choisissons seulement un terrain dégagé pour faire atterrir les petits avions sans les endommager. La fabrication de ce genre d'appareil ne coûte pas beaucoup. Ce modèle-là, par exemple, je l'ai réalisé en 2 jours, spécialement pour cette occasion, et ça m'a coûté à peu près 1500 dinars. Sans électronique pour batterie, 1500 dinars. Avec la taille d'un jouet et le prix d'un bijou, cet hélicoptère est le plus cher parmi ces appareils volants. On achète le fuselage et on commence à monter l'appareil et régler l'installation électrique avant de le faire voler. Cette dernière étape est la plus excitante car cela nous remplit de joie à chaque fois que l'on voit notre propre avion voler. Nous sommes venus d'Alger spécialement pour ce meeting, bien que nous soyons membres du club d'Oran. Un avion symbolise la liberté, la joie et la possibilité de comprendre. Son atterrissage réussi sur cette terre humide est une bonne nouvelle pour son pilote, qui peut le faire décoller une deuxième fois. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA. C'est l'IMA à faire. Et ben voilà, nous on commence toujours avec nos invités, puisque exceptionnellement en cette matinée, c'est un homme qui nous vient justement du club des ailes d'Oran. Eh bien, c'est Monsieur Abdelnour Boudlel. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est nous qui devons vous remercier pour ça. Ben, c'est un plaisir, hein. C'est un plaisir que de voir justement le plateau garni de ces belles, on va dire, de ces belles réalisations. Oui. Et encore, on n'a pas ramené les grands modèles. Et encore, Mazel, mais je peux te dire que le Il y a des modèles qui dépassent 2 mètres d'envergure, 2 mètres 30, 2 mètres 40. Ah, quand même. Le plus grand actuellement, il fait dans 2 mètres 40. Ah, il est grand, hein. Oui. Ah, très bien. Donc, parlez-nous un petit peu du club, justement, des ailes d'Oran. Alors, nous sommes le club d'Oran, des ailes d'Oran d'Algérie, et on est actif au niveau de la wilaya d'Oran. Et à la base, le club existait sous une autre forme. C'était appelé RC Team Oran, qui a été fondé en 2013, en juin 2013, par le rassemblement de 5 membres. Et actuellement, en 2020, janvier 2020, nous avons entamé les procédures pour être plus officiel vis-à-vis des autorités. Et maintenant, c'est devenu un club amateur sportif qui s'appelle les Ailes d'Oran. Donc, nous sommes agréés et officialisés. On a pu, de cette manière, cadrer cette discipline pour ne pas confondre avec d'autres disciplines ou d'autres... Alors, eh bien, puisque vous nous parlez de la discipline, donc expliquez-nous un petit peu cette discipline. Cette discipline. Bon, avant de se concentrer sur l'aéromodélisme sur lequel on va parler aujourd'hui, l'aéroclub a 3 catégories distinctes. On fait dans l'aéromodélisme, dans le vol à vol, tout ce qui est parapente et paramoteur, et l'ULM, l'ultra léger modèle aviation légère. Pour l'instant, le volet de l'ULM et le parapente est encore en développement parce qu'on doit se fournir au modèle et avoir un peu plus d'autorisation. Donc c'est des vraies personnes qui vont utiliser ces systèmes de vol. En parlant de l'aéromodélisme, personnellement, c'est une discipline qui est affiliée à l'aviation en général. Parce que n'importe quelle industrie ou école d'aviation
fait passer les élèves et les concepteurs d'avions par cette procédure. Donc elle peut être vue comme une technique d'apprentissage à la conception, vu qu'on applique les mêmes lois aérodynamiques et mécaniques de vol, et elle peut être vue comme un sport aéronautique, vu que c'est une passion et elle permet d'explorer en moins aussi les techniques de vol en pilotage à vue, et aussi aux passionnés d'explorer aussi les techniques de conception d'avions. Et c'est un peu différent et chacun peut trouver son dada dans ce domaine. Oui. Très bien. Alors, j'ai un petit appareil, on va dire un gros appareil, oui. qui est très important d'ailleurs dans votre discipline, qui est une radiocommande. C'est une commande, exactement. Alors, je ne sais pas si notre réalisatrice Fatima puisse zoomer. On dirait que c'est un tableau de bord. Plus ou moins, parce que c'est en miniature. C'est le côté où le pilote peut programmer le modèle au niveau de l'humain, et c'est grâce à cet engin que le pilote peut piloter son modèle. Donc ça, c'est une antenne. Ça, c'est une antenne, oui. Et après. Alors, et comment vous pilotez, tenez? Oui, merci. Bon, le pilote utilise principalement, les radiocommandes dans le domaine de l'aéromodélisme utilisent principalement au minimum 4 axes de vol. Tout ce qui, donc on a besoin d'un tangage et du roulis qui sont dans ce côté. Bon, je tiens à informer que cette radio est en mode 2, parce que ça diffère des régions et des pays. Vous les fabriquez, ces appareils? Non, se fournit en électronique. Ils se vendent séparément. C'est de l'électronique qu'on doit s'en fournir pour embarquer. Alors, les modèles ont besoin de 4 axes de vol. On a le tangage, qui permet de le piquer, de remonter de l'avion. On a le roulis. C'est un axe de vol où l'avion tourne sur un axe de roulis. On a le lacet, c'est la dérive de profondeur qui permet l'avion de bouger sur son axe de roulis, sur son axe de lacet. Et on a la commande des gaz. Après, selon les modèles et la complexité des modèles, il y a des modèles qui ont besoin d'un train d'atterrissage, des volets qui permettent un atterrissage et un décollage plus doux, et d'autres options, par exemple, on peut activer un fumigène, dans certaines maquettes qui sont beaucoup plus axées maquettes réalistes. Une très belle maquette qui a attiré mon attention, c'est celle-là qui est en gris. Alors, il est très beau. C'est une fabrication. C'est l'un des avions c'est le plus ancien avion que j'ai conçu. Il était conçu en 2017. Alors, vous l'avez conçu en combien de temps? Celui-là, vu que j'apprenais encore les manières et je me familiarisais avec les matériaux de conception, ça m'a pris environ 20-25 jours. Ah, quand même. Oui. Alors, avec quelle matière, justement, vous confectionnez vos avions? Ça diffère, mais généralement, il y a plusieurs choix. Dans mon cas, j'utilise principalement du Depron ou du polyéthane expansif ou du carton-plume. Ça permet d'avoir des modèles très légers. D'autres compagnons dans notre club utilisent du bois en contreplaqué et avec aussi du polystyrène dense. Il y a aussi l'XPS et aussi certains qui utilisent même du coroplast. C'est un plastique composite. Et récemment, avec une nouvelle technologie, on commence à explorer le côté d'impression en 3D, en plastique, en TPU, PLA, etc. Donc il y a des avions qu'on imprime. Et c'est un peu l'évolution future des... Des nouveaux avions que vous allez confectionner dans peu de temps? Principalement. Des fois, on utilise cette technique d'impression en 3D, pas que dans la conception en général, mais elle peut être utilisée pour concevoir juste des accessoires qui rendent beaucoup plus le modèle ressemblant à l'original, mis à l'échelle réduite. D'accord. Et vous organisez des sorties pour les mettre en marche? Actuellement, nous sommes actifs dans une moyenne d'une semaine par jour, d'une journée par semaine. Et chaque un mois et demi jusqu'à 2 mois, on fait des meetings nationaux qui regroupent à peu près les plus passionnés et les plus actifs dans cette discipline. Et dans ce cas, il y a des participants qui viennent de niveau d'Alger, Bombardes, Blida, qui sont très actifs avec nous. Il y a même des gens qui sont à la droite, mais beaucoup plus le nord du pays est beaucoup plus actif dans cette discipline. Ah d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a des filles avec vous?
Pas encore. Mais il y a des filles qui s'intéressent. On est en train de s'ouvrir sur la discipline de parapente parapente paramoteur. Il y a beaucoup plus de filles qui s'intéressent particulièrement à cette discipline. Et c'est chacun son goût. Rappelons vis-à-vis des événements qu'on organise, le club vu qu'on a l'ouverture du club et l'acquisition de l'agrément, c'est un peu confondu avec l'arrivée du Covid. On prévoit de faire des journées d'officialisation du club au cours de cette année. Donc ça va être un meeting national qui va regrouper tous les passionnés de cette discipline au Vaud-d'Oron. Eh bien, quand vous ferez des sorties en parapente, n'oubliez pas les animatrices et les journalistes de la télévision algérienne, s'il vous plaît. Bien sûr, ça va être notre plaisir. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ce bon moment en ce premier week-end du mois de mars. Alors, le mois de mars, c'est le mois des droits de la femme. Donc, merci beaucoup. Eh bien, quant à moi, chers amis téléspectateurs, on vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, en attendant de se retrouver le jeudi prochain avec d'autres invités et d'autres